Donc, je suis Marie-Jo Parvot, je suis française. J'ai toujours été préoccupée par la défense des droits humains fondamentaux. J'ai adhéré à Amnesty International, vous connaissez peut-être cette association, dès les années 80. J'apprécie beaucoup ce que j'ai, disons, cette fréquentation avec Amnesty International parce que ça m'a donné un petit peu le mode d'emploi pour intervenir dans le cadre de défense des droits humains fondamentaux, c'est-à-dire un énorme respect pour les personnes que je prétends vouloir aider, respecter leur opinion, leurs origines, leur religion, leur culture et aussi leurs décisions, puisque en tant qu'étrangère au drame, en tant que ne subissant pas ce qu'ils subissent, quelle qu'elle soit, disons, c'est leurs idées, c'est leurs décisions que je dois éventuellement appliquer, étant entendu que je vais rester dans les lignes de ma morale et de ma propre philosophie, et que je n'accepterai que ce que j'ai envie d'accepter, c'est-à-dire que c'est compatible avec ma morale. Voilà. Donc ça, c'était une... Alors, donc, Amnesty International, je l'ai vraiment vécu un peu comme mes classes. Et puis vers les années 2000, mes enfants étaient partis, donc j'avais fini mon travail de maman, et j'ai souhaité vraiment affirmer plus fortement, et même physiquement, le fait que je m'opposais à la manière dont la planète se comportait, ce qui se passait sur la planète. Alors évidemment, j'avais l'embarras du choix, et j'ai choisi la Palestine. En fait, je pense à cause de ma génération. Je suis la génération qui est arrivée tout de suite après la guerre de 40. Et donc, dans mon berceau, finalement, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé l'antisémitisme et le génocide des Juifs. Alors, je veux dire, c'est très fort. Et donc, je me suis construite là-dedans à tel point que vers 18 ans, j'étais sioniste sans le savoir. Je me disais, ce peuple qui a tant souffert, c'est bien qu'il ait un pays. Mais j'oubliais que les terres vierges, ça n'existe pas sur la planète. Et il a fallu cet épisode de Munich avec les sportifs pris en otage par les Palestiniens qu'on identifiait comme terroristes, pour que je me dise, mais alors en Palestine, il y a des Palestiniens. J'étais complètement imprégnée de la propagande sioniste de l'après-guerre. Et c'est, je pense, pour ça qu'en l'an 2000, donc combien de temps 40 ans plus tard, c'est vers la Palestine que je me suis tournée pour finalement mettre en application cette défense des droits humains fondamentaux que j'avais apprise à Amnesty International. Et c'était la deuxième intifada. Je ne parle pas trop vite parce que finalement le français n'est pas votre langue d'origine. Bon. C'est tout mélangé. Bon, vous me comprenez en clair. Ok, c'est super. Et donc c'était dans les années 2000, et c'était la deuxième intifada en Cisjordanie, donc une révolte palestinienne contre l'occupation. Et on nous disait dans les associations de défense des droits des Palestiniens, allez-y, ils ont besoin de témoins, etc. Vous raconterez quand vous reviendrez, vous allez prendre des photos, etc. Et donc j'y suis allée. Et j'y suis allée une première fois, et là, on n'y va pas indemne. Hein. On reste pas indemne quand on y va. Je veux dire, c'est un tsunami. Alors je suis allée pour la première fois en octobre 2002. En octobre 2002. Et donc, j'étais presque à la retraite, j'avais du temps libre, et j'y suis retournée en tout. En tout, j'y suis allée 5 fois, et j'ai totalisé 9 mois de séjour là-bas. Et j'ai croisé par hasard un dessinateur qui m'a dit, mais dis donc, t'as dû vivre énormément d'anecdotes, de choses, t'as plein de choses à raconter. Et donc, il m'a proposé de faire des bandes dessinées pour raconter ce que j'avais vu en Cisjordanie. Et nous avons fait d'abord... tirer des photos que j'avais, des narrations que je pouvais faire. On a fait une bande dessinée qui s'appelle Les Palestiniens. Et quand elle est sortie en 2008, j'ai dit au dessinateur, ah oui, mais dis donc, attention, moi je me défends pour les droits humains fondamentaux, il y a de l'humain des deux côtés, il faut que je retourne en Israël et que je donne la parole aux Israéliens. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai passé 26 jours en Israël en 2009 et j'ai interrogé autant d'Israéliens que j'ai pu trouver. Et donc, nous avons fait une bande dessinée, Les Israéliens, qui décrit la société israélienne
et qui évidemment, enfin disons, ce sont plein de témoignages qui évidemment n'allaient pas du tout dans mon sens. Mais à la fin, on a quand même quelques pages sur les pacifistes israéliens que j'ai beaucoup croisés en Cisjordanie quand j'y étais et qui sont fantastiques, qui passent leur vie littéralement, je crois les nuits et les jours, à défendre les droits des Palestiniens. Il y a même des jeunes. Il y a les anarchistes contre le mur qui sont tatoués, qui sont percés, etc. Vous voyez, avec moi qui est plutôt la personne d'un troisième âge. Donc voilà. Et donc on a fait cette bande dessinée. Mais donc tout ça, c'est beaucoup de travail. Et j'avais vraiment conscience que j'avais abandonné Gaza. Parce que tout simplement, depuis 2003, il était très difficile d'aller à Gaza. Quasiment impossible si vous n'aviez pas une mission officielle, avec des papiers officiels, etc. Donc j'avais renoncé. Pour attirer l'attention à Gaza, je m'étais faite accepter dans cette campagne. Maintenant, pour rentrer à Gaza. J'y reviendrai. Donc, je me suis fait accepter dans la campagne internationale Un bateau pour Gaza en 2011. On voulait accoster à Gaza. On n'a absolument pas pu, mais on le raconte quand même dans une troisième bande dessinée qui s'appelle Gaza, carnet de non-voyage. Et puis, le hasard a fait. Je ne cherchais plus pour rentrer à Gaza. Le hasard a fait que j'ai croisé un chirurgien qui y allait très souvent et qui m'a dit « Bon, t'es pédiatre, on peut te mettre sur la liste des gens qui voyagent avec nous. Nous, on y va 3 fois par an. Si tu veux y aller, on y arrivera, tu auras les papiers. » Et c'est vrai, j'ai obtenu les papiers grâce à cette équipe médicale. Et en mars 2013, ils m'ont emmenée et j'ai passé 27 jours à Gaza. Voilà. Et c'est finalement ce que je vais vous raconter, si ça vous intéresse. Enfin, je veux dire, je peux vous raconter finalement la vie quotidienne à Gaza, telle que je l'ai connue. En référence à ce qui s'est passé cet été, les 50 jours d'attaque généralisée par l'air plutôt et par la mer de l'armée, de la 5e armée du monde, l'armée israélienne super équipée, avec énormément de dégâts, de morts, de blessés. Il y a plus de 2000 morts, 10 000 blessés, la majorité étant des civils et beaucoup d'enfants, femmes et enfants. À l'inverse de ça, moi, quand j'y suis allée en mars 2013, la période était tranquille. Il n'y avait pas d'attaque généralisée. Les tunnels, les fameux tunnels, vous savez qu'il y a des tunnels. Je vais vous les montrer, je les ai visités, on en reparlera. Mais vous savez qu'entre l'Égypte et la bande de Gaza, à hauteur de Rafah, regardez, Rafah est ici, voilà, à hauteur de Rafah, il y a donc des tunnels. Donc les tunnels fonctionnaient. Donc les boutiques, pas de problème, il y avait tous les produits dont vous pouviez avoir besoin. Et seuls les paysans et les pêcheurs pouvaient être considérés en danger, car ils le sont en permanence, ceux-là, parce que l'armée israélienne contrôle toute la bordure est et nord de la bande de Gaza et fait des incursions, même en dehors des attaques généralisées, malgré les trêves. Donc fait des incursions et blesse ou tue régulièrement des paysans qui sont en zone tampon. Ce qu'on appelle la zone tampon, c'est la ligne violette que vous voyez. Et puis deuxièmement, les pêcheurs qui, eux, sont constamment en danger. Parce que selon les accords d'Oslo qui ont été signés en 1990, ils auraient le droit de pêcher jusqu'à 20 000, ce qui fait 38 km à peu près, au large des côtes de Gaza, alors que dès les 3 000, ils sont attaqués et j'ai rencontré plusieurs pêcheurs qui m'ont raconté des blessures. Ils ont pris, l'un notamment a pris une balle dans le ventre, son bateau a été démoli, il a été fait prisonnier, il a été opéré en Israël, à Ashkelon, qui est à quelques kilomètres de Gaza, et le lendemain, il a été redéposé à Erez, qui est à la frontière nord, pour rentrer chez lui, malgré ses blessures, malgré l'opération de la veille, enfin, etc. Voilà. Donc les pêcheurs, les paysans ont tout à fait une vie tout à fait particulière à cause de la dangerosité des zones dans lesquelles ils sont. Mais moi, en mars 2013, j'ai pu finalement rester mes 27 jours à rencontrer plein de gens, à les interviewer pour écouter ce qu'ils avaient à me dire. Quelle était mon interrogation ? Est-ce que, là c'est clair pour tout le monde, je peux continuer.
Quelle était mon interrogation? Alors, non, avant de quitter cette carte, on peut citer des lieux. Donc, Gaza, ici en marron, c'est Gazaville. Donc, Rafah, je vous l'ai montré, c'est ici. Donc, il y a une Rafah palestinienne au nord et une Rafah égyptienne au sud. Cette notion sera importante quand on parlera des tunnels. Deuxièmement, il y a tous les UN là, que vous voyez, c'est l'ONU. Ah oui, je ne vous ai pas dit combien il y avait d'habitants. Dans Gaza, c'est fondamental. Ils sont 1 800 000. C'est la densité quasiment la plus forte du monde entier, de l'ordre de 4 200 habitants au kilomètre carré. Et les 3/4 de cette population sont d'origine réfugiée. Les réfugiés palestiniens, c'est clair dans votre tête, vous savez d'où ils viennent? La guerre de 48. Je précise. Vous voulez que je précise un petit peu? Oui. Donc, à partir du 19e siècle, une population juive européenne a migré petit à petit vers la Palestine. Ils ont été de plus en plus nombreux et évidemment, ça a déstabilisé la société. Il y a eu des chocs intercommunautaires. Les Britanniques avaient le pouvoir sur cette Palestine et ils ont réprimé tout ça dans le sang, enfin, etc. Mais en 1948, la situation a été telle, les Britanniques avaient dit on laisse la Palestine, l'ONU a décidé de partager la Palestine entre ce qui allait devenir Israël et un territoire palestinien. Évidemment, les Palestiniens n'ont pas accepté et il y a eu le conflit de 1948. D'abord entre les communautés juives, les colonies juives qui s'étaient implantées au fil des années de ce XXe siècle, et les Palestiniens d'origine qui voyaient leurs terres rétrécir. Et donc, finalement, on leur prenait leurs terres. Donc, c'est le conflit de 1948 qui va se transformer en première guerre israélo-arabe quand les Britanniques vont partir le 14 mai 1948 et que Ben Gourion, le chef de l'agence juive, va déclarer la création de l'État d'Israël. 14 mai 1948. Et dès le lendemain, tous les pays arabes périphériques, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte et l'Irak, attaquent Israël, ce nouvel État qui a quelques heures d'existence et qui a été immédiatement reconnu par les grandes puissances internationales, États-Unis, Russie, etc. Donc, c'est la première guerre israélo-arabe qui va se terminer par une catastrophe pour les Palestiniens. Ça s'appelle la Nakba. C'est la catastrophe de tous ceux qui veulent... vous voyez, le violet, c'est l'État d'Israël maintenant, après la guerre de 1948. Eh bien, environ 800 000 personnes, Palestiniens, de ce bout de terre, se sont retrouvés réfugiés. Ils ont été obligés de partir. Ils sont partis et ils ont envahi tout le Proche et le Moyen-Orient. Et beaucoup sont allés en Cisjordanie, qui est le petit haricot blanc qu'on voit ici. Et beaucoup sont allés dans la bande de Gaza, qui est le petit doigt là qu'on voit en beige. Voilà. Et ce sont les fameux réfugiés palestiniens dont on entend parler bientôt depuis 70 ans. En 2018, ça fera 70 ans. Vous voyez ? Voilà. Et donc, à Gaza, 70% de la population actuelle est d'origine réfugiée. Parce qu'ils ont fait beaucoup de petits. Et il y a maintenant, il doit y avoir, il y a le grand-père qui a fait la Nakba, ou la grand-mère, et puis il y a le fils qui a des enfants, et les enfants qui ont des enfants, etc. Et donc, 70% de cette population de Gaza, de 1 800 000, sont des réfugiés. La Cisjordanie et la bande de Gaza sont des territoires qui n'ont pas été conquis en 1948 par les Israéliens. Donc Israël s'est construite sur 78% du territoire palestinien d'origine et 22% sont restés en territoire palestinien. Ils n'ont pas été créés en État, il n'y a pas d'État qui a été créé. Les Jordaniens ont pris le contrôle de la Cisjordanie, l'Égypte a pris le contrôle de la bande de Gaza. 1967, c'est la guerre des 6 jours. Les plus âgés vont s'en souvenir. Ça a duré réellement 6 jours. Et donc, il y a occupation
de la Cisjordanie et de Gaza. Donc toute la Palestine historique, finalement, est soit Israël, soit territoire palestinien occupé par Israël. Que vous dire d'autre? Mais en 2005, pour Gaza, les choses vont changer. Il y a 8000 colons à Gaza. C'est pas énorme, mais 8000 colons pour environ 1 200 000 Palestiniens. Les 8000 colons occupent 30% du territoire, 40% des surfaces agricoles. Voilà. Ils ont un mode de vie, disons, européen. Ils ont des piscines, ils consomment beaucoup d'eau, etc. Les Palestiniens, donc le 1 200 000 Palestiniens, ils vivent avec le reste. Le chef du gouvernement israélien, qui à l'époque s'appelle Ariel Sharon, décide de retirer tous les Israéliens de Gaza. C'est ce qu'on appelle le désengagement de Gaza. Bon, je ne rentre pas dans les détails. On y reviendra si on a le temps tout à l'heure. En 2006-2007, il y a des remous inter-palestiniens énormes. C'est-à-dire le parti Fatah qui a le pouvoir depuis de nombreuses années, celui de Yasser Arafat, et le parti Hamas qui s'est construit dans les années 80 grâce à l'aide des Israéliens qui voyaient d'un bon œil un parti qui allait faire concurrence au Fatah, qui était trop connu par l'international. Arafat était devenu presque un héros sur l'international, ça plaisait pas. Donc ces deux partis s'opposent et c'est carrément, entre guillemets, une guerre civile, c'est une lutte fratricide, il y a des morts en 2006-2007. Et puis, deuxièmement, 2006. Alors, 2006 est marqué par cette lutte interne. Et surtout, j'allais oublier, il y a des élections législatives. Parce que, grâce aux accords d'Oslo de 80, entre Israël et les Palestiniens ont un conseil national palestinien, une espèce de parlement. Et donc, élisent des représentants. Et le Hamas, pour la première fois, qui a une tendance religieuse, attaché à l'islam, gagne les élections, ce qui ne plaît pas du tout à Israël, car le Hamas est resté totalement indépendant par rapport à toute concertation avec Israël. Refuse qu'il y ait une discussion. Ils ont perdu leur terre, c'est indiscutable, ils n'acceptent pas de faire des concessions. Voilà. Et donc, c'est évident qu'ils sont devenus un parti qu'Israël va combattre. Et donc, 2006, ils deviennent majoritaires au Parlement. Et deuxièmement, il y a l'histoire de l'emprisonnement. Enfin, ils capturent un soldat, le soldat Shalit. Alors, la coupe est pleine. Israël déclare que Gaza est une entité hostile et déclare un blocus. D'ailleurs, les grandes puissances internationales disent... Nous, on ne veut pas envoyer d'argent au Hamas. Ce sont des terroristes, on ne veut pas envoyer d'argent au Hamas. Et donc, on coupe les vivres du côté international et on fait le blocus du côté israélien. Voilà. C'est pour ça que c'est une époque importante pour comprendre ce que moi, je vais vous raconter. Parce que depuis, maintenant c'est la 8e année, depuis 2006, les Gazaouis sont, on va dire, dans une prison. Dans une prison, il est très difficile d'en sortir, très difficile d'y rentrer. Et les marchandises... par les passages israéliens, c'est au compte-gouttes. On le voit sur les courbes de camions. Avant, il y avait beaucoup de camions par semaine, et là, il y a très peu de camions. C'est facile à voir qu'effectivement, les Gazaouis sont... Ouais. Comment? Non, c'est en 2002. Oui, c'est en 2002. Qui? C'est à Ramallah, ouais. Non, mais c'est deux histoires différentes, parce qu'il faut comprendre que petit à petit, la Cisjordanie et Gaza ont deux histoires différentes. Donc là, pour le moment, j'ai abandonné la Cisjordanie, je ne parle que de Gaza, qui, à partir de 2005, effectivement, n'a plus de colons, mais par contre, à partir de 2006, est en situation de blocus économique. On ne verse plus l'argent qui venait de l'étranger et le matériel ne passe plus parce que les Israéliens empêchent énormément de choses, de produits, de marchandises, les empêchent de pénétrer à Gaza. Voilà. Alors, et ensuite, par contre, on continuait
Des actions qui paraissent dérisoires. Nous avons en Israël la 5e armée du monde, soutenue par les Israéliens, par l'Europe, par un peu toutes les puissances occidentales qui ont du pouvoir actuellement. Et à Gaza, ça va être des petits missiles artisanaux qui vont être lancés sur Israël. Mais sur un plan symbolique, ça a son importance. Les Palestiniens de Gaza résistent et Gaza ne cède pas sous la pression des Israéliens et revendique ses droits, à savoir retourner sur sa terre. Voilà. Alors, et depuis cette période, face à cette photo, on peut dire que, indépendamment du blocus, il y a aussi des attaques généralisées qui se répètent malheureusement, puisque cet été, j'imagine que vous avez tous assisté impuissants devant vos télévisions peut-être, aux attaques qui ont eu lieu 50 jours. Ça n'avait jamais été aussi fort. Alors là, non, je passe vraiment à mon sujet, c'est-à-dire j'arrive à Gaza. Je suis allée à Gaza par Rafah, mais de façon tout à fait officielle. Quand pour le faire, on est arrivé par avion jusqu'au Caire. Après, on a 230 km dans le Sinaï égyptien, qui est un désert, qu'on a fait de nuit. Avec des contrôles militaires 2 fois, et même à un moment, l'armée nous a suivis en nous disant c'est dangereux votre voyage et on vous suit, etc. Et donc on est arrivé à une ville voisine de Rafah, et le lendemain matin on est passé à Gaza. Et donc parler de l'arrivée, j'ai envie de parler de mes premières 24 heures parce que ça m'a profondément imprégnée. Regardez tout ce que je viens de vous dire. Je vous ai parlé de bombardements, je vous parle de restrictions épouvantables, des livraisons de marchandises, etc. Donc, je ne sais pas moi, dans ma tête, tout était noir pour Gaza. C'était les bombes, c'était la mort, c'était le noir. Je ne mettais pas de couleur. Vous savez, quand on pense à quelque chose, on a des couleurs dans la tête. Et moi, et deuxièmement, je n'avais pas de visage. Et quand je voulais y aller sur Gaza, je voulais leur donner la parole à ces gens de Gaza, mais je voulais aussi mettre des visages sur des ombres, sur des fantômes. Qui sont les gens de Gaza? Comment supportent-ils ce qu'ils vivent? Et c'était pour répondre à ces questions que j'avais vraiment, et puis pour leur donner la parole, que j'avais vraiment envie d'aller à Gaza. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé mes valises et je suis allée me promener en ville. Je me suis perdue, bien sûr, parce que quand vous arrivez quelque part comme ça, vous vous perdez. Et j'ai regardé autour de moi et j'étais ahurie. Mon français, vous le comprenez? C'est des mots simples, non? Bon, j'étais étonnée, ahurie de découvrir une ville que j'avais envie de dire normale. C'est-à-dire, il y avait des voitures, il y avait même des embouteillages. Les voitures, il y en avait des belles. Les immeubles, il y en avait des immenses et très beaux d'apparence. Les boutiques, elles étaient ouvertes. Il y avait des produits dans les boutiques. Et puis, il y avait les gens sur les trottoirs. Les gens, je les trouvais souriants. Je ne parle pas arabe et je n'avais pas d'interprète ce jour-là. Donc, finalement, je voyais les visages, je voyais leur comportement quand ils croisaient un copain, quand 2 femmes se rencontraient. Souriants. Ils bavardaient abondamment. Ils se saluaient avec chaleur. Les voitures conduisaient comme des folles, se garaient n'importe où, etc. Et j'étais ahurie. Donc voilà. Ensuite, alors voilà, regardez ces beaux immeubles. Il y a au moins une fois, je suis montée dans un immeuble comme ça, c'était au 12e étage. Alors j'avance un petit peu dans mon sujet. Il y a des coupures d'électricité à Gaza en permanence. Et cet après-midi-là, il n'y avait pas d'électricité. 12 étages à pied, dans le noir en plus. Vous voyez le topo. Il y a des bus, comme partout ailleurs. Il y a des jolies mosquées qui ont fait les frais des derniers bombardements. Il y a le quartier de l'or. Alors, c'est étonnant, hein. Il y a 5 ou 6 ou 10 boutiques peut-être comme ça, dans un quartier bien spécifique à Gaza. Semble-t-il, c'est très important parce que lors d'un mariage, on offre des bijoux à la mariée. C'est sa famille, les hommes de sa famille offrent des bijoux à la mariée. Voilà. Et puis regardez, ça c'est des jouets d'enfants. Mais j'ai laissé cette photo parce qu'en plus de ça, un voile intégral.
Alors j'en profite pour dire que je suis restée 27 jours et j'ai vu 4 femmes sans voile. Donc voilà. Et puis des scènes étonnantes. On n'attendrait pas ce genre de vêtements à Gaza. Voilà. Mais bon, je suis rapidement descendue de mon petit nuage. Parce que, d'abord, oui, on se rend compte qu'il y a un niveau de vie pour beaucoup qui ne va pas être très confortable. Les ânes sont mis beaucoup à contribution. Là, on imagine bien qu'il y a des petits boulots qui supposent un gros chômage, une petite étale. On va y venir. Cette femme a un étal. Et puis, vous découvrez les ruines. Et là, il y en a un paquet. Beaucoup de ruines. Et puis, un handicapé. Lui, il a perdu sa jambe à plomb durci en 2008. Et depuis quelques mois, il a un taxi qui lui permet de travailler. Et puis, c'est la pénombre, le crépuscule arrive. Et tout d'un coup, dans le quartier, vous entendez un ronronnement énorme. C'est en fait que toutes les boutiques ont un petit générateur comme ça. Elles l'ont démarré parce qu'elles ont besoin de lumière. Donc, parce qu'effectivement, cet après-midi-là, il n'y a pas d'électricité, donc ils vont démarrer leur générateur qui fonctionne au fioul. Et donc, comme ça, ils ont de la lumière. Dans l'immeuble dans lequel j'avais loué une chambre, il y avait le générateur, écoutez, il était plus large que cette table, haut comme ça, et puis très, très, très profond. Et il marchait quand il voulait bien marcher. C'est-à-dire qu'il tournait 5 minutes et ensuite il s'arrêtait. Il avait du mal à démarrer. Alors, attendez, qu'est-ce que je veux vous dire? Ah oui. Donc en fait, comment je vais vous expliquer? Je vais vous parler de la vie quotidienne. Mais avant, je vais vous décrire un petit peu. Quelle heure est-il? On a le temps. Je sors des lycées, vous savez. Alors au lycée, dès que la sonnette, il faut avoir fini parce que sinon c'est des oiseaux qui s'envolent. Mais donc vous n'allez pas me faire le coup. L'électricité d'abord. La première chose qu'ils vous disent, les gens de Gaza, la situation est dure. Et ils commencent par l'électricité. Alors moi, je vous dis, je suis allée à Gaza à une période très facile. On avait 8 heures d'électricité, 8 heures de coupure, 8 heures d'électricité, 8 heures de coupure. C'est-à-dire, si un matin on avait de l'électricité, l'après-midi on n'en avait pas, la nuit on en avait, le matin suivant on n'en avait pas. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Cet été, la seule centrale électrique qui fabriquait de l'électricité a été bombardée. Ça veut dire qu'ils ne l'ont plus en ce moment. Ils doivent certainement fonctionner avec de l'électricité achetée, ce qu'ils faisaient avant aussi. Ils achetaient à Israël et à l'Égypte pour compléter la production de la centrale électrique qui était très vieille et qui fournissait peu. Donc en ce moment, ils ont 2 heures par 24 heures d'électricité. Vous imaginez. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, prenons la période que j'ai connue, ils arrivaient à produire leur électricité, pour un tiers à peu près. Le deuxième tiers venait d'une électricité toute faite qui venait d'Israël surtout, mais un petit peu de l'Égypte. Et le troisième tiers, il n'existait pas. Et c'était les coupures. Il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Alors je pense que, comme je n'étais pas à la fois à Gaza et dans les autres villes, je pense que sur la bande de Gaza, quand Gaza avait de l'électricité, il y avait une coupure peut-être à Khan Younes qui est au sud, enfin, etc., etc. Mais donc, ils vivent comme ça en alternance. Je ne sais pas comment ils font pour les réfrigérations, parce que vous imaginez, au niveau des réfrigérateurs et des congélateurs surtout, ça doit poser un problème énorme. J'ai visité une usine, plusieurs usines, et dans l'une, on m'a dit on adapte les horaires en fonction de l'électricité. Et donc, les ouvriers travaillaient 8 heures, mais différemment selon les coupures d'électricité. Vous voyez. Alors ça, c'est l'électricité. D'où vient le fioul? Alors, le fioul, bonne question. Ça vient de l'Égypte et par les tunnels. Et donc... À ce moment-là, oui. Alors, en ce moment,
J'imagine que c'est pareil. Mais je ne sais pas dans quel état sont les tunnels en ce moment. Les tunnels, vous affolez pas, vous aurez un bon petit chapitre tunnel et je vous raconterai les tunnels que j'ai visités. Si vous voulez, je vais vous donner mon plan. Là, en ce moment, donc, je tenais absolument à vous faire le choc de mon arrivée. Maintenant, je suis en train de faire les 3 paramètres fondamentaux qui vont complètement s'imprimer dans la vie quotidienne des Gazaouis. L'électricité, l'eau et bien sûr les conséquences sur l'économie, les conséquences du blocus sur l'économie. Ensuite, j'aborderai vivre à Gaza. Alors, j'ai 4 chapitres, c'est-à-dire se loger, se nourrir, éduquer ses enfants et se soigner. Bon, on pourrait inventer beaucoup de chapitres, mais je pense que déjà ça brasse quand même beaucoup d'aspects de la vie quotidienne. Et ensuite, ma conclusion de tout ça va être de dire la vie n'est pas possible à Gaza sans les tunnels. Et là, on parlera des tunnels. Et après, c'est un chapitre. Et pourtant, ils vivent. Et une question à laquelle je répondrai selon ma sensibilité, est-ce que Gaza est une prison à ciel ouvert qui va se vider lorsqu'on ouvrira les portes, ou est-ce qu'au contraire, Gaza est un pays, des racines très fortes pour certains, pour beaucoup, pour les Gazaouis, on va dire. Et là, je répondrai en fonction de ce que j'ai entendu. Et selon ma sensibilité, je répondrai à cette question. Voilà. Si vous voulez prendre... on peut s'arrêter quelques minutes, si vous avez quelques questions, si vous avez envie de quelques commentaires. Sinon, je continue. Vous avez cité le plan durci. Le quoi? Ah, plan durci. Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails sur ça? C'est combien d'éléments? Oui. Alors, attendez que... Après, d'abord, ils ont utilisé des produits chimiques interdits par la loi internationale. Pourquoi elles sont oui, alors, j'ai peur que ça se brouille dans mon esprit. Faudra m'aider. Au niveau mort, il y en avait combien? 1400, hein? 1400. Comment? C'était 1400 morts en 25 jours de bombardement. Ouais, voilà. Mais ça, oui, non, je l'ai peut-être pas, parce que je l'ai dans mes avis à faire, mais... Vous trouvez ces chiffres sur Internet sans aucun problème. Hein. Vous tapez plan durci et vous les avez. Oui. Et avec le nombre de bâtiments, les nombres d'écoles, etc. Mais avec ce qui s'est passé cet été, d'abord, premièrement, dans le cadre d'une présentation comme ça, je me suis dit, je vais m'embrouiller. C'est pas la peine que je leur donne des chiffres qui vont être faux parce que j'aurais oublié ou mélangé. Donc, voilà. Comment? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Mais justement, moi, je suis en train de vous apporter un autre message. Je suis en train de vous apporter un message d'un peuple que j'ai rencontré et qui m'a impressionné par sa résilience. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la résilience? C'est quand vous avez l'expérience d'un épisode dramatique dans votre vie et que vous êtes capable de vous redresser et de repartir. Et moi, aujourd'hui, je laisse de côté ce côté dramatique des attaques qui bouleversent tout le monde et j'ai un message différent, à savoir, les Gazaouis sont très forts moralement et quand j'ai quitté Gaza, je me suis dit, un peuple comme ça, on n'arrive pas à le détruire. Voilà. Donc, je continue. L'eau, c'est très important à considérer. Il manque d'eau. Alors, très rapidement, d'où vient l'eau de Gaza? Elle vient d'une nappe phréatique, une eau souterraine qui a été surexploitée pendant la colonisation, avec des colons qui avaient des habitudes européennes, des piscines, on prend des douches tout le temps, et puis des agriculteurs qui choisissaient des produits éventuellement avides d'eau. Et puis deuxièmement, une population palestinienne qui n'arrête pas de grandir, parce qu'ils font beaucoup d'enfants. Donc une nappe phréatique mourante, on va le dire comme ça. Deuxièmement, salée, parce que comme l'eau a baissé, l'eau de mer a pénétré, des phénomènes osmotiques ont fait que l'eau est salée. Deuxième source d'eau, les eaux pluviales. Elles viennent des collines d'Hébron. Hébron est en Israël, à l'est de Gaza,
en Israël, et en Cisjordanie, parce que heureusement que tu es là, en Cisjordanie, mais l'eau qui coule arrive à Gaza en traversant Israël. Et il paraît que les Israéliens ont fait des puits le long de la ligne à l'est de Gaza, si bien qu'ils récupèrent l'eau avant qu'elle n'atteigne Gaza. Et que maintenant, les rivières sont à sec. Voilà. Et le troisième source, oui, je l'oubliais tout à l'heure. Le troisième source, c'est les eaux usées. Ils ont des millions de litres par jour d'eau usée qui viennent des maisons, qui viennent de tout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec de l'eau usée ? Eh bien, on la régénère avec des stations d'épuration. Mais ils n'ont pas assez de stations d'épuration, elles sont vétustes, ils n'ont pas de pièces pour les réparer, pas assez. Et puis enfin, ils perdent de l'eau aussi parce que les réseaux, les canalisations, elles sont abîmées. Et là aussi, le blocus, on n'a pas les tuyaux, etc. Donc voilà. Donc il y a un déficit en eau. Et l'ONU a publié un rapport en 2012 en disant il n'y aura pas, la vie ne sera plus possible à Gaza en 2020. Vous imaginez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? J'ai rencontré le directeur des eaux et de l'assainissement de la bande de Gaza. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La nappe phréatique, il ne faut plus y toucher. Non, plus de nappe phréatique. Il faut dessaler l'eau de mer. Il faut fabriquer des usines de dessalement. Comment vous faites quand vous êtes sous blocus ? Deuxièmement, les eaux usées, il faut les nettoyer. Ça évitera la pollution de la mer et du sol. Et ça nous donnera de l'eau, ne serait-ce que pour l'agriculture. Comment vous faites pour construire des usines de dessalement quand vous êtes sous blocus ? Troisièmement, il faut obtenir l'application du droit international. Les eaux d'un bassin versant, les eaux pluviales d'un bassin versant, doivent être réparties de façon équitable entre les différents pays qui reçoivent cette eau. Et Israël est dans l'illégalité la plus totale quand il récupère l'eau de la pluie des montagnes d'Hébron par des puits avant Gaza. Voilà. Donc vous voyez, la situation est fort simple et on sait comment la régler. Mais elle est strictement impossible à régler car il y a le conflit et il y a l'absence d'application des lois internationales. Voilà. Bon, alors, je crois que c'est tout pour l'eau. Ensuite, pour l'économie, je suis toujours dans la rubrique les 3 éléments qui vont impacter la vie quotidienne des gens de Gaza. L'économie, inutile de vous dire que le blocus, on en a vu les conséquences immédiatement. Ça, c'est des données de l'ONU ou de ONG, organisations non gouvernementales de défense des droits humains, israéliens souvent, israéliens, mais également palestiniens. Il y a eu beaucoup d'emplois qui ont disparu dans les premières années du blocus. Et le chômage a flambé, le chômage a monté. Alors, la moyenne sur la population active, c'est 32% de chômeurs. 32%, hein, c'est énorme. Et pour les jeunes, les moins de 30 ans, c'est 57%. Plus d'un jeune sur 2 n'a pas de boulot. Voilà. Voilà, ça c'est une usine de jus de fruits. C'est une usine de jus de fruits que j'ai visitée. C'était très intéressant comme visite. J'ai été accompagnée par un ingénieur qui s'appelle Moussa et qui m'a dit que donc cette usine datait d'à peu près 2005-2006. Elle a été construite à cette époque avec des fonds internationaux, hein, et notamment, elle a été totalement détruite en 2008, brûlée et reconstruite. Et il m'a dit, vous savez, nous ne ressemblons pas aux autres, nous ne sommes pas comme les autres peuples. Les autres peuples, en temps de guerre, attendraient pour reconstruire. Nous reconstruisons tout de suite, car nous avons nulle part où aller. Voilà. Et donc, il m'a dit que, par exemple, les bouteilles, les capsules, le gaz, c'est des boissons gazeuses, le gaz, tout ça venait par les tunnels, les fameux tunnels dont je vais vous parler. Mais également, il me dit, nous ne sommes absolument pas compétitifs. On ne peut pas avoir des prix qui soient compétitifs. Compétitifs, vous comprenez le... Bon.
par rapport par exemple à l'Égypte, prenons l'Égypte, ou alors encore plus Israël, parce qu'il y a les délais avec les tunnels. Les tunnels coûtent cher, c'est lent. Si on passe par la voie terrestre, c'est-à-dire par les Israéliens, ben, éventuellement ça ne va pas passer, ou là aussi il va y avoir des délais énormes. Ils avaient commandé une grosse machine, elle a mis 5 mois à venir, elle venait d'Israël. Elle était israélienne et elle était commandée à Israël. Ça a mis 5 mois. Inutile de vous dire qu'Israël, par rapport à Gaza, ben, c'est tout autour. Donc, si ça se trouve, la machine, elle a été faite à 70 km de Gaza. Enfin, voilà, elle a mis 5 mois pour venir. Voilà. Elle est quand même arrivée. Le résultat, donc, je vous en parlais, le chômage et les petits boulots. Voilà. Ils ont un droit d'export au niveau international? Pas par les Israéliens, c'est bloqué. Et donc, bonne question, oui, par les tunnels. Mais alors, par les tunnels... Ici, en tant qu'Européens, on peut acheter des produits gazaouis. Si on en trouve, oui. À Noël, nos associations de défense des Palestiniens nous ont dit il y aura des fraises à Noël sur les marchés français. Moi, j'étais à Paris. J'ai regardé les fraises. Il n'y en avait pas qui venaient de Gaza. Tant pis. Je ne sais pas si un quelconque Français a vu des fraises à ce Noël-là, mais moi, j'en ai pas vu. Mais, comme j'oublie régulièrement, on pourrait peut-être faire un petit break. Là, j'en suis au chapitre Vivre à Gaza. Bon. On pourrait faire un petit break parce que je n'y pense jamais. Et ça, je suis une mauvaise militante. C'est-à-dire parler du boycott des produits israéliens tant qu'Israël ne respecte pas les droits humains et le droit international. C'est un mouvement, boycott des investissements des grandes entreprises vis-à-vis d'Israël et sanctions par les cours pénales internationales, BDS. C'est un mouvement qui a été demandé par les associations palestiniennes depuis 2005. Alors, il y a des progrès, mais vous imaginez, ça fait 9 ans déjà. Et c'est difficile, c'est poussif. Bon, alors certains ne sont pas d'accord parce qu'ils disent « Oui, mais il y a des ouvriers palestiniens dans les usines que vous allez boycotter. » D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lutte contre le chômage ou est-ce qu'on lutte pour la liberté et pour la reconnaissance des droits? Il faut choisir. Chacun est libre de faire son choix. C'est la plus grande compagnie israélienne Je sais. Ouais. Et c'est une grande actrice qui fait la publicité à ces trucs-là. Et personne sait ça. Elle est fabriquée. Je dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben oui, mais il paraît que mes ordinateurs, on m'a dit tu n'aurais pas un ordinateur si tu n'avais pas de la technologie israélienne à l'intérieur. C'est là le problème. Moyennant quoi, il y a des avancées. Il y a des avancées. Je vais vous dire, peut-être que vous faites partie des pays du Nord, mais vous êtes les pays du Nord, Norvège, Danemark, Suède, etc., sont autrement plus performants que nous, les Français. Et régulièrement sur mon ordinateur, par Internet, je reçois des informations que tel pays, à l'échelon public, du gouvernement, a refusé un contrat à telle entreprise, car cette entreprise travaille pour fabriquer le mur en Israël, le mur de séparation, ou pour fabriquer le tramway dans la ville de Jérusalem, qui est donc le tramway israélien, etc. Et donc là, de ce côté-là, il y a une avancée. Et la semaine dernière, j'allais partir de chez moi. J'ai reçu un mail qui m'a rempli de joie. C'était 360 universitaires des universités certaines très prestigieuses comme Harvard, Yale, etc. aux États-Unis, mais également en Europe. 360 donc professeurs qui décidaient de ne pas faire d'échange d'étudiants avec Israël pour boycotter, jusqu'à ce que Israël, voilà. Bon, alors ça c'était une petite parenthèse, comme ça je pourrais me dire qu'aujourd'hui j'ai pas oublié de parler du boycott. À notre échelon, je le vois un petit peu comme une manière d'informer le public, de sensibiliser. Parce que moi, je vais vous dire, quand j'y pense,
j'essaye de le faire. Mais du coup, ça me permet, par exemple, une pharmacie, elle me donnait un produit Teva. Je lui dis non, excusez-moi, mais je n'achète pas israélien tant qu'il n'y aura pas, tant qu'Israël ne respectera pas le droit international, etc. On est allé me chercher autre chose. C'était une manière de dire à la pharmacienne, madame, souvenez-vous, il y a quelque chose qui se passe en Palestine et qui n'est pas chouette. Et puis une fois, c'était dans les grandes surfaces, les pamplemousses. J'ai fait appeler un administratif, j'ai fait un gars, mais monsieur, très poli, bon. Et puis, à la fin, je lui ai donné ma carte. Il était 7 heures du soir. Il me dit, je ne peux rien faire ce soir. Nous allons appeler notre grossiste, celui qui nous a vendu ces pamplemousses, pour lui demander si Jaffa est vraiment une marque israélienne. Je lui ai dit, oui, monsieur, vous avez raison. Alors, je lui ai donné ma carte. Et bien, le lendemain, il me téléphonait à 10 heures du matin en me disant, madame, nous avons téléphoné à notre grossiste. On lui a demandé de ne plus nous envoyer du Jaffa. Bon, inutile de vous dire que j'en ai revu du Jaffa dans le magasin. Ils ont trouvé une tactique avec la Turquie, en fait, ils exportent. Et ils mettent le tampon pont turc. Ou alors ils mettent le tampon du gars, enfin de l'entreprise qui a importé en France le produit. Alors vous regardez, parce qu'effectivement c'est, je crois, le 29, je ne sais pas quoi, enfin, le code barre, ça va, c'est pas israélien, mais en fait c'est un produit israélien. Mais je ne sais plus ce que c'est, ça doit être 2907, il me semble que c'est 2907, mais j'en suis pas sûre, il faudrait le vérifier. Voilà. Je ne l'utilise pas parce que de toute façon, ça peut être éventuellement le code barre de l'importateur. Bon, là, j'ai beaucoup dévié, je continue. Alors, se loger, se nourrir, éduquer ses enfants, se soigner. Se loger, bon, à l'évidence, ça va. À l'évidence, il y a des richesses à Gaza. Regardez-moi, ça c'est le front de mer. Et puis, il y a des jolis hôtels, des beaux hôtels, qui sont facilement 4 étoiles. Et des belles voitures. Mon premier interlocuteur, c'était un vendeur de voitures japonaises. Bon, sa boutique aurait été un peu minable sur les Champs-Élysées, mais ça aurait passé, ce serait passé. Voilà. Mais 80% des familles de Gaza reçoivent de l'aide humanitaire. 50% est en insécurité alimentaire. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils veulent dire insécurité alimentaire ? Je me suis dit, ça doit vouloir dire que sans cette aide humanitaire, ils auraient faim. Et ils ne pourraient pas nourrir leurs enfants, etc. Et 40% vit en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Alors ça se traduit bien sûr sur l'habitat. Là, vous voyez, c'est une petite ruelle qui va mener à une maison que je vais visiter. Et donc, j'ai rencontré des jeunes diplômés d'université. Elle a fini ses 4 années d'anglais à l'université. Lui, il est ingénieur. Et ils sont au chômage, bien sûr. Et donc, ils passent une partie de leur temps à aider des gens à créer un petit boulot, à créer quelque chose pour avoir de l'argent pour élever la famille. Et là, donc, ils les suivent, ces gens-là. Il leur fait une petite formation, je ne sais pas très bien de quoi, mais enfin bref. Et puis ensuite, ils les suivent. Et là, on allait voir une mère de famille. Ils étaient 8 dans cette espèce d'appartement, dont 6 enfants. 2 femmes seules, une mère de 6 enfants qui avait été chassée de chez son mari, qui s'était réfugiée chez sa sœur. Et le mari de la sœur avait dit... C'est elle ou moi. Si elle reste, toi, tu t'en vas. Enfin, vous vous en allez. Et donc, elle avait choisi de suivre sa sœur. Et donc, ils se trouvaient dans cette espèce de taudis à 8. Et ils avaient la valeur de 2 € par jour pour vivre. Ce qui, même à Gaza, est très peu. Et donc, l'équipe essayait de faire que la femme invente un petit métier, fasse quelque chose pour... voilà. Et c'était l'après-midi, c'était le moment de la coupure d'électricité. Et donc, on est rentré dans la maison, on passait devant la cuisine, là, on passait devant cette espèce dans ce couloir-là, et qui était une cuisine finalement. Puis on est arrivé dans une pièce, c'était noir, comme un four. Parce qu'il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas une lumière, il n'y avait pas une chandelle, il n'y avait pas une lampe électrique. Et on a vu, quand ils allumaient leur téléphone portable, à la lumière de leur téléphone portable. C'est comme ça on s'est aperçu. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre mes photos, d'ailleurs. Voilà.
Donc, une misère crasse, hein, vraiment une misère crasse. Voilà. Par contre, moi j'ai été frappée, il y a un effort il y avait en mars 2013 un effort de reconstruction énorme. Alors oui, dans un précédent rapport, là, vers 2011, j'ai vu passer un rapport de l'ONU qui disait il manque 70 000 logements. À la fois du fait des démolitions liées au bombardement, mais également du fait que la population grossit, avec tous ces enfants qui naissent, ils se marient et puis ils ont besoin d'appartements. Mais manifestement, en mars 2013, il y avait un effort de reconstruction. Alors, très souvent, on voyait sur les ruines des ouvriers qui travaillaient à la récupération. On détord les fers à béton, on concasse les éléments en ciment et ça repart. Et regardez ces grosses constructions, c'est pas rien. Hein, regardez, celle-ci, elle n'est pas finie. Je pourrais utiliser ma flèche, vous verriez mieux. Celle-ci, elle n'est pas finie, celle-ci encore moins. C'est le centre de Gaza. Et puis, ils refont les routes aussi, parce que tout a été esquinté. C'était peut-être lié à 2008, parce qu'en 2008, à la différence de novembre 12 et de cet été, en 2008, il y a eu une invasion terrestre. Alors, inutile de vous dire que les chars, ils ont tout esquinté, ils n'ont rien respecté. Et par exemple, dans les campagnes, tout était à refaire, des champs défoncés, des clôtures arrachées, des tuyaux d'arrosage détruits, enfin, tout était à refaire. Et puis, donc, je vous ai dit, 70% de la population de Gaza est d'origine réfugiée, donc ça fait environ 1 200 000 qui sont d'origine réfugiée. Alors, bien sûr, avec les grands-parents qui l'ont vécu, et puis toute la ribambelle de descendants, et il y en a beaucoup. Alors, donc, de ces 1 200 000, 500 000 vivent encore en camp de réfugiés. Les autres ont pris le parti d'aller s'installer en ville, ont eu les moyens de trouver un logement en ville, et donc sont en ville. Et les camps de réfugiés, à Gaza, c'est comme en Cisjordanie, c'est très succinct, je veux dire, c'est des bâtiments, en général, celui-là est un bâtiment correct. Mais regardez ça, c'est un bâtiment typique d'un camp de réfugiés. Moi j'appelle ça des parpaings bruts. C'est des blocs de ciment. Hein. Et puis même, on voit par exemple celui-là, on a bien l'impression qu'il a été rehaussé au fur et à mesure des mariages. Ça, c'est très fréquent. Bon, c'est une tradition en Méditerranée. Je sais qu'en Grèce, et même en France, c'est vrai. En France, c'était même, ça date du Moyen-Âge ou de l'histoire, il laissait des pierres qui saillaient sur les bordures de murs pour, en cas de mariage, rajouter une pièce ou rajouter une maison qui serait accolée à la maison précédente. Donc c'est traditionnel, mais n'empêche que c'est caractéristique des camps de réfugiés. J'ai rencontré des femmes qui vivent dans ces camps de réfugiés et qui m'ont dit nous manquons d'intimité, on entend nos voisins, on ne peut pas ouvrir les fenêtres si on veut se décoiffer, retirer le voile parce que sinon notre voisin va nous voir. Alors bon, c'est libre à elles de penser que c'est pas bien, mais je veux dire, il faut respecter finalement leur ressenti et leur intégration culturelle. Et puis Et puis il nous disait, il n'y a pas d'espace pour les jeunes, il n'y a pas de salle pour nous, pour qu'on puisse se rencontrer, etc. Voilà. Se nourrir. Donc je vous l'ai dit, moi j'y étais à une période faste, et vous voyez des magasins comme ça, moi j'en ai souvent, je vous dirais, ça c'est dans ma province, en France, vous n'auriez aucune raison de ne pas me croire. Hein. Je veux dire. Alors ça, c'est des produits locaux, les fraises. Je suis allée dans le nord de Gaza et effectivement, j'ai vu des cultures de fraises. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire ce que m'ont expliqué les paysans. Ils m'ont dit qu'ils expédiaient des camions frigorifiques avec des tonnes de fraises dedans. Et en fait, au passage terrestre, parce que c'est incompatible avec les tunnels, au passage terrestre, éventuellement, les Israéliens les faisaient tellement attendre que les fraises, elles étaient bonnes à acheter, et surtout des fraises. C'est pour ça qu'on n'en a peut-être pas eu à Noël. En périphérie, vous vous souvenez de la zone violette que je vous ai montrée à l'est de Gaza.
Donc c'est la zone tampon, c'est la zone à risque parce que l'armée israélienne est tout à côté. Regardez, regardez, regardez. Et donc les paysans cultivent quand même parce que il y va de la survie de leur famille. Et régulièrement, il y a des blessés et il y a des morts. Hein, très, très régulièrement. En dehors de toute attaque généralisée, et jamais, en tout cas en France, jamais dans les grands médias, nous entendons que il y a eu des tirs en zone tampon et des paysans ont été tués. Ça, on nous le dit absolument pas. Voilà. Et alors, du côté des pêcheurs, toujours se nourrir, toujours l'argument de se nourrir. Effectivement, il y a une petite pêche locale. Là, c'est le port de Gaza. Et ça, c'est le mémorial pour le Mavi Marmara. C'était ce bateau turc en 2010 qui a été attaqué par les Israéliens. Et il y a eu une dizaine de morts, 9 ou 10. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, c'est le mémorial. Et ça, c'est le port de Gaza. Et donc, ils partent soit sur des petits bateaux comme ça, soit sur des un peu plus gros. Et il y a même des chalutiers. Là, on va voir le chalutier. Là, c'est un militant espagnol. Je crois que c'est espagnol, mais je ne sais pas. Non, ce n'est pas le drapeau espagnol. Enfin, peu importe. C'est un militant étranger. Que ce soit dans la zone tampon auprès des paysans et que ce soit sur les bateaux, il y a des étrangers qu'on appelle des internationaux qui viennent et qui accompagnent finalement les Palestiniens, non pas pour être boucliers humains, mais pour signifier aux Israéliens clairement qu'il y a un œil étranger qui regarde et qu'il va raconter ce qui est en train de se passer. Voilà. On l'a beaucoup fait en Cisjordanie, ça. Et vous voyez, ça, c'est un bateau de guerre. Voilà. Voilà. Et alors, la conclusion, je vous l'ai dit, les familles en difficulté. Ah si, il y a une phrase que j'ai trouvée dans un rapport de l'ONU qui est importante à dire, c'est « À Gaza, il ne manque pas de produits, c'est l'argent qui manque pour les acheter. » En fait. Et puis, élever ses enfants, en Cisjordanie, ça m'avait beaucoup frappé. Les Palestiniens ont une volonté d'éducation. Un homme m'a dit, nous avons perdu nos terres, il faut que nous soyons éduqués. Et donc, ils poussent les jeunes. Ils ont 96% des moins de 18 ans ou 20 ans sont scolarisés. Non, entre 6 et 18 ans, voilà. Entre les 6 et 18 ans, 96% sont scolarisés. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les moins de 18 ans représentent plus de la moitié de la population de Gaza. Est-ce que vous imaginez ? La moitié, 51% exactement. Voilà. Donc on va à l'école et c'est important. Il manque de locaux parce que il y a beaucoup d'enfants et deuxièmement, il y a des destructions. Et donc, ils font la plupart des écoles, 85% des écoles publiques, ont 2 rotations par jour. C'est-à-dire, il y a une série du matin et une série du soir. Les uniformes sont différents. Ils ont des uniformes. Il y a l'uniforme du matin, comme ça, on sait que l'enfant doit être à l'école, et l'uniforme de l'après-midi, enfin, etc. Ouais. Voilà. Et puis, se soigner, là, on peut dérouler toutes les difficultés liées au délai imposé par les tunnels, aux difficultés liées au blocus et tout ça. Par exemple, je peux donner un exemple. Vous savez, pour faire un électrocardiogramme, il y a des petites électrodes. Là, c'est du papier collant, et puis on vous met ça là, et puis hop, on vous fait un électrocardiogramme. Il y a un hôpital qui a attendu 1 année pour les avoir. Alors évidemment, pour le matériel jetable, qu'est-ce que ça pousse à réutiliser les produits? Donc des risques d'infectieux éventuellement, parce que si c'est une tubulure de perfusion et que vous la réutilisez, je ne vous dis pas les risques que vous faites courir. Là, vous en avez assez? Vous voulez que je finisse rapidement? Sinon, je vous donne quelques exemples sur le médical, parce que effectivement, j'étais partie avec une équipe médicale et donc l'anesthésiste m'a raconté une anecdote. Je ne vous l'ai pas raconté là, j'ai dû la raconter ce matin. Ça mélange un petit peu. Et il m'a dit que quand il y avait des pannes, c'est vrai que ça existait, des pannes d'électricité. Bien sûr, l'hôpital a des groupes électrogènes.
Mais il me dit que parfois, le vendredi, c'est le week-end, les techniciens ne sont pas là, que ça peut traîner un peu. Eh bien, les chirurgiens, ça leur est arrivé de terminer leur opération éclairés avec leur téléphone portable. Il m'a dit qu'ils branchaient des lampes sur le téléphone portable et ils étaient éclairés comme ça. Et j'avais lu un rapport de 2010. Alors, je le trouvais un petit peu vieux. Donc, je l'ai envoyé à l'anesthésiste pour lui dire qu'est-ce que tu en penses. Bon, finalement, il ne m'a pas répondu. Alors, je vous le donne quand même, le rapport, parce que ça veut dire qu'en 2010, ça existait, ça. 2010, ça fait pas longtemps. C'était la responsable pour Gaza de la Croix-Rouge internationale, du CICR, qui expliquait que le grand problème de certains hôpitaux qui n'étaient pas encore modernisés, disait-elle, c'est que quand il y a coupure d'électricité de la ville, quand l'électricité n'arrive pas, il se passe 2 à 3 minutes de flou avant que le générateur prenne la relève. Et que ça, c'était absolument dramatique chez les patients qui étaient en perfusion sanguine, parce que il pouvait y avoir des caillots qui se créent, et donc des embolies pulmonaires et des morts. Et puis c'était dangereux aussi pour les gens qui étaient en réanimation, éventuellement ventilés et tout ça. Et il fallait donc que les infirmières courent auprès du patient pour manuellement manœuvrer pour qu'il n'y ait pas de thrombose, pour qu'il n'y ait pas d'arrêt de la ventilation. Pendant 2-3 minutes. Mais attendez, vous avez déjà été dans un hôpital, vous ? Et l'hôpital Shifa, c'est un grand hôpital. Elle parlait peut-être des petits hôpitaux, parce que l'hôpital Shifa, c'est l'hôpital principal de Gaza. Mais je veux dire, un couloir, ça peut faire 30 mètres. Je veux dire, et puis quand vous avez plusieurs malades sous transfusion, enfin, vous voyez le contexte, quoi. Voilà. Et l'anesthésiste que j'avais contacté pour lui montrer ce texte, il me disait, mais tu sais, c'est surtout avec donc la réanimation et également les prématurés, les nouveau-nés qui sont en réanimation néonatale, que les gros risques. Et voilà. Et il disait qu'il avait discuté avec le directeur de l'hôpital et qui, pour lui, le directeur de l'hôpital disait, de l'hôpital Shifa, donc de l'hôpital principal, disait, heureusement, pour le moment, nous n'avons pas à déplorer d'accidents graves, mais nous avons une véritable épée de Damoclès sur nous, et on s'attend toujours à des catastrophes de ce type-là, c'est-à-dire un malade qui décède à cause d'un accident qui sera purement lié à tout ça. Voilà. Et alors donc, j'arrive au chapitre tunnel, parce que ils sont complètement indispensables pour tout. Alors, je voulais absolument visiter les tunnels, et c'est vraiment trop drôle, le hasard. On prend un taxi, et je dis à ma jeune Palestinienne qui m'hébergeait, là, on parlait en anglais, et c'était une chance, parce qu'il n'aurait pas compris le français. Je lui dis, tu sais, ma priorité maintenant, je pars dans 3 jours, c'est vraiment de visiter les tunnels. Et je vois dans le rétroviseur 2 yeux. C'était le chauffeur qui me regardait, qui me dit, si vous voulez, je peux vous emmener, j'y ai travaillé 2 ans. Ah, inutile de vous dire que le lendemain, je partais vers les tunnels. Et donc, il m'a fait visiter les tunnels. Je vous ennuie pas, je continue. Je vais vous raconter son histoire, parce que quand on roulait vers Rafah, j'habitais Khan Younes à l'époque, c'est-à-dire bien au sud de la bande de Gaza, mais il fallait quand même encore aller à Rafah. Oh, 15 kilomètres, hein. On est dans la bande de Gaza. Alors, il nous a raconté son histoire, ça vaut le coup que je vous la raconte. Il a fait ses 2 premières années de médecine au Soudan. Et en 2007, alors 2007 à Gaza, c'était la guerre civile quasiment. En 2007, il rentre en vacances, à la fin de sa 2e année. Et donc, c'était catastrophique à Gaza, impossible de ressortir par la terre, il passe par les tunnels. Il arrive au Caire, il monte dans l'avion pour le Soudan pour rentrer faire ses études au Soudan. On l'appelle au haut-parleur, on lui demande de s'adresser au guichet, on lui prend ses papiers, son billet d'avion et on le ramène à Rafah. Il n'a jamais pu ressortir de Rafah, il a perdu sa bourse et il a arrêté ses études de médecine. La police égyptienne. Il était passé par les tunnels, donc il n'avait pas de sortie officielle de Gaza.
Et alors c'était en 2007, c'était encore Moubarak. Hein, c'était encore Moubarak. Maintenant, ça se passerait aussi, parce que depuis que Morsi n'est plus au pouvoir, Morsi, c'était les frères musulmans. Et le Hamas qui dirige actuellement Gaza, c'est aussi les frères musulmans. C'est une émanation des frères musulmans. Donc, du temps de Morsi, et je me demande si c'est pas grâce à ça que je suis passée, parce que c'était mars 2013, et Morsi a été renversé à l'été 2013. Et depuis l'été 2013, vous avez entendu parler, il condamne à mort 700 frères musulmans, etc. Donc il y a une répression sévère en Égypte. Et j'ai rencontré plusieurs militants qui ont essayé d'aller à Gaza depuis l'été 2013 et qui n'y sont pas arrivés. Et je pense que donc c'est la conséquence de la politique égyptienne contre la bande de Gaza maintenant. Voilà. Donc Mohamed nous raconte ça et donc nous emmène au tunnel à Rafah. Donc on arrive, il nous dit bougez pas, je reviens. Alors il est allé à la police, j'imagine, moyennant quoi il est revenu avec un gars en bleu marine, une mitraillette à l'épaule, ça devait être un policier, qui est monté dans la voiture et qui nous a accompagnés. J'étais avec une Française qui m'avait dit si tu vas au tunnel, tu m'appelles et puis on y va ensemble. Donc j'étais avec cette Française, plus la jeune Palestinienne, bien sûr. Et puis on arrive à une première tente, une immense tente. Et quand on arrive, il y avait, je dis une voiture pour simplifier, en fait c'est pas vrai, c'était une moto avec derrière une plateforme pour les marchandises. Et ça s'appelle des toc-toc. Donc il y avait un toc-toc et un homme qui était à côté. Et en fait, ils étaient en train de partir. Donc, la plateforme s'est abaissée. La plateforme, écoutez, elle faisait bien comme largeur, elle faisait ça, vous voyez, une belle plateforme bien ronde. Et donc, j'ai vu l'homme et le toc-toc descendre. Et puis, en fait, ils sont descendus à 27 mètres. Alors, c'était tout éclairé, bien éclairé. Il fonctionnait sur générateur. Bien cimenté, c'était costaud, avec des poutrelles, on appelle ça des poutrelles métalliques qui consolidaient bien la chose. Un véritable travail de professionnel. Donc voilà. Et puis, dans le coin, il y avait le trou d'origine. Le trou d'origine, il n'était pas plus grand que ça, mais il fonctionnait encore. Et j'ai vu arriver une nacelle, vous savez, une espèce de corbeille. Il y avait un homme qui était debout, qui se tenait aux cordes. Et puis il est arrivé, cigarette au bec, il a salué les mains de tout le monde, il débarquait, enfin voilà. Donc c'était un tunnel qui fonctionnait. Alors ensuite, on est allé là où pour l'essence, pour le fuel. Alors là, on n'a rien vu. On a vu une tente avec du plastique qui volait au vent. Il y avait marqué « Interdit de fumer, danger d'incendie ». Et puis en fait, ce sont des gros tuyaux qui sont connectés à des réservoirs en Égypte, qui passent sous terre, bien entendu. Mais ça, c'est pour le fuel. Et puis ensuite, on a visité un tunnel en train de se faire réparer, parce qu'ils sont régulièrement bombardés par les Israéliens, inondés par les Égyptiens. À l'époque, ils n'étaient pas inondés par les Égyptiens. Donc là, il y avait 4 hommes, torse nu, couverts de sueur. Il y avait un gars qui creusait. Et puis les autres, ils évacuaient. Ils remplissaient des espèces de corbeilles. C'était un petit chemin de fer de corbeilles en plastique. Vous voyez, en fait, c'était des bidons coupés de moitié et reliés par des ficelles. Ils allaient le tracter. Il y avait peut-être 10 ou 12 bidons. Et ils allaient tracter remplis de ça pour évacuer le sable. Voilà. Alors, on m'a expliqué que c'était super dangereux. Que régulièrement, il y avait des morts. Et moi, j'ai vu des quantités de morts. 231, je crois, en 2 ou 3 ans, ou en 4 ans peut-être. Enfin, parce que, éventuellement, ça va s'effondrer. Ils m'ont expliqué que c'était très dangereux parce que, justement, il y avait des bombardements israéliens qui remuaient le sable et qui le rendaient un petit peu mouvant. Et donc, quand s'ils arrivaient à une zone qui avait été un peu bombardée, un peu trafiquée par les bombardements israéliens, ça risquait de s'effondrer. Et il y avait des morts par étouffement. Voilà. Voilà, et puis j'ai vu un entrepôt, il y avait plein de choses, voilà. Et puis alors, je suis allée en Égypte.
on me dit, on m'amène à toujours une tente, hein, c'est une tente. On dit, vous voulez aller en Égypte? Je dis, bien sûr. Alors, on a pris un couloir qui était très vaste au début, qui n'était pas étayé du tout parce qu'ils avaient creusé le sable à la perceuse tellement c'était très très dur. Puis ensuite, on est arrivé à un couloir et là, il était complètement doublé de grosses pièces de bois et qui, à certains endroits, bombaient sous la pression de la terre, etc. Ça a duré 10 minutes, on est descendu à 13 mètres, paraît-il, et puis ensuite, on est remonté vers l'Égypte. Il y avait de l'éclairage, sauf sur les derniers 20 mètres, il n'y avait plus d'éclairage. Et puis on est arrivé dans un jardin, enfin pas un jardin, une cour d'une maison. Alors il y avait une toile au-dessus, comme ça les avions ne pouvaient pas nous voir. Voilà. Et on m'a expliqué que finalement, c'était des familles palestiniennes qui étaient soit au nord, à Gaza, soit au sud, en Égypte. Mais c'était les mêmes familles, c'était des cousins, c'était des frères, des sœurs, etc. Et donc, en fait, ça allait d'une maison à une autre, à l'origine. Quand ils ont commencé à creuser les tunnels du temps de l'occupation, il y avait encore les Israéliens, et ils m'ont expliqué que, justement, ils étaient à Gaza, obligés de partir d'une maison, et ils ne sortaient pas le sable, ils le stockaient dans la maison, parce que c'était sous occupation encore. Voilà. Mais là, maintenant, c'est à ciel ouvert, si j'ose dire, puisqu'ils ne sont plus sous occupation. Voilà. Alors ensuite, on nous a dit, on part, parce que vous êtes sans papier ici, vous allez avoir des problèmes. Donc, on est parti. Voilà. Juste pour clarifier, tout le monde ne sait peut-être pas forcément, c'est que jusqu'en 2005, il y avait donc des colons, parce que quand tu dis occupation et pas sous occupation, donc c'était les colons qui étaient aussi dans Gaza, les 8000 colons. Les 8000 colons. Ils ont dû partir en 2005. Donc on dit qu'il n'y a plus d'occupation, en fait il n'y a plus de colonisation, mais on parle d'une occupation de l'extérieur parce que c'est quand même Israël avec l'Égypte qui contrôle complètement de l'extérieur du territoire. Absolument. On parle quand même d'occupation, effectivement. De l'extérieur, il n'y a plus de colons mélangés. Absolument. Et il n'y a plus de soldats non plus. Les Palestiniens me l'ont dit, c'est mieux maintenant, on peut voyager sans avoir des checkpoints, des barrages militaires qui vont contrôler, qui éventuellement vont arrêter des Palestiniens parce qu'ils sont repérés et on s'aperçoit que ce sont eux. Oui. Ah bah oui. Éventuellement, vous pouvez en avoir avec la police de Gaza. Mais ce sont des barrages militaires de votre gouvernement interne à ce moment-là. Et effectivement, on ne les appellera pas checkpoint. Bon, alors voilà. Et inutile de vous dire que, par exemple, ces bonbonnes de gaz, elles ne seraient jamais passées par la surface, parce que les Israéliens n'auraient jamais accepté. Et là, oui, vas-y. Donc les copies là, que vous avez, qui sont donc en fait un petit historique, donc c'est 1 euro la copie pour Marie-Jo, parce que c'est elle qui les a apportées. Pour mon association. C'est juste le prix pour les toutes les copies. Là. Ouais, en fait, ça nous coûte 80 centimes. On fait 20 centimes de bénéfice sur votre dos. Voilà. C'est un résumé historique. Alors que j'ai fait avec une radio locale, j'ai croisé un journaliste et je lui ai dit, vous savez ce qui se passe l'année prochaine? On était en 2007. Et c'était les 60 ans de la Nakba de 1948. Et donc, il ne savait pas. Bien sûr, la manière dont je posais la question, c'était sûr qu'il ne savait pas. Et donc, je lui ai dit, si vous voulez, on va faire un rappel historique pour expliquer comment ça s'est passé. Et donc, ça, c'est le brouillon, je l'ai mis au propre. Et c'est 13 petits chapitres, vraiment, qui parlent de la fin du 19e siècle jusqu'à 48, pour expliquer. Et c'est vraiment un aide-mémoire. Je voulais très court, parce qu'on a trop de choses à lire, et on n'a plus le temps de rien lire, parce qu'on nous en donne trop. Et donc, c'est mon association qui les fait imprimer. Alors, et pourtant, ils vivent. Et donc, je reprends l'impression que j'ai eue en arrivant, mais également le titre que j'ai donné à mon livre, « Gaza, la vie passionnément ». Ce passionnément, il a plusieurs morceaux. Passionnément parce que leur attitude extérieure, leur sourire, leur allant, leur gaieté, leur bavardage, leur manière d'accueillir le copain et puis de se saluer, etc. C'est plein de vitalité. Mais ce passionnément, je trouve qu'il faut lui mettre aussi une petite nuance, une notion de
nous allons survivre, de résilience, nous allons dépasser l'obstacle. Parce que, je veux dire, la vie qu'ils mènent, enfin, vous avez vu ce que je vous ai raconté, je veux dire, et en plus de ça, les bombardements qui se répètent, on se demande comment une mère de famille qui a ses enfants dans les bras, elle supporte ça, je veux dire. Et puis le hasard, c'est vraiment, effectivement, ils disent Inch'Allah, mais alors c'est vraiment ça, hein. Je veux dire, ça va être tel enfant qui va être au bon endroit ou au mauvais endroit, à tel moment ou à tel autre. Il y a des trucs horribles qui circulent. Je veux dire, cet homme qui part pour, je sais pas quoi, chercher un peu de pain ou des trucs comme ça, qui a son téléphone portable, les Israéliens l'appellent. Ta maison va être bombardée dans 2 minutes. Mais il n'est pas à la maison, mais toute sa famille est à la maison. Et quand il rentre, il n'y a plus de maison. Voilà, c'est le type d'histoire qu'on nous transmet par Internet, parce que bien sûr, nos médias, ils sont trop occupés à autre chose. Le problème, c'est que en faisant comme ça, à nous, à l'international, c'est une excuse, c'est une manière de dire, mais nous, on a annoncé déjà. C'est que c'est 2 minutes. Ah mais oui, mais on est bien d'accord, c'est cynique. Non, c'est ça. On est bien d'accord. On a annoncé qu'on va bombarder. Mais oui, bien sûr. Alors, je peux donner un détail, d'ailleurs, si vraiment je ne vous épuise pas. Je peux donner un détail. C'est un directeur de clinique, mais père de famille de 8 enfants, qui m'a raconté ça. Il m'a dit, à la longue, nous avons compris que lorsque c'est un téléphone avec une vraie personne au bout du fil, c'est vrai. Mais quand c'est une voix enregistrée, c'est faux. C'est faux, ils ne vont pas le faire. Et effectivement, lui a eu une fois, avec ses voisins, il a eu une annonce enregistrée. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec mes 8 enfants? Je suis restée. Et la maison n'a pas été bombardée. Les voisins, eux, ils n'ont pas tenu, ils sont partis. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment du quotidien. Cet homme, il a vécu ça. Il était responsable d'une clinique. Et il y a eu le bombardement d'un centre de police tout à côté de la clinique. Il est arrivé un matin, il n'y avait plus de vitres. Eh ben, ils ont balayé une pièce ou deux, et puis ils ont quand même pu fonctionner dans la journée parce qu'il y avait des demandes. Voilà, et pourtant ils vivent. Donc ça, c'est vendredi, c'est un pique-nique en famille, en bord de plage. Et puis après, c'est quelques attractions, le chameau, le cheval qui est ici, là on ne le voit pas beaucoup, puis quelques petits ronds dans l'eau avec un bateau. Pas très loin, hein, là ils ne sont pas très très loin. Là, j'y étais du temps de la fête des mères. La jeune étudiante me disait, c'est la fête de la mer. Alors, c'est la fête de la mer. Mais en fait, après, j'ai fini par comprendre que c'était la fête des mères. Et donc, ils ont fait une immense fête sur une place de Gaza pour tous les orphelins de martyrs. Ce qu'ils appellent les martyrs, c'est ceux qui sont morts, à cause des événements. Juste une petite question aussi. Vous parlez beaucoup de la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'ils vous disent, eux, sur le conflit, justement? Qu'est-ce qu'ils attendent, en fait? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Est-ce qu'ils pensent continuer à vivre comme ça pendant des années, à subir ça? Est-ce que eux ont des attentes particulières, politiques? On peut faire changer les choses plutôt que de subir comme ça? Ben oui, bien sûr. J'imagine qu'ils doivent en parler aussi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, alors, il faut dire aussi que mon échantillon n'est pas représentatif. Je n'ai pas fait d'études sociologiques, je n'ai pas étudié comment on dit, les quotas de telle catégorie de personnes, de tel âge, etc. Non, parce que premièrement, intellectuellement, j'en avais pas les moyens, je suis pas formée pour ça. Et puis, moi, je voulais recevoir la parole de Madame Tout le Monde, de Monsieur Tout le Monde. Donc, c'est pas significatif. Deuxièmement, je ne parle pas arabe. Donc, en fait, spontanément, je me suis adressée à des étudiantes. Donc, la classe moyenne, éventuellement aisée. Et cultivée aussi, qui a été éduquée, qui est allée jusqu'à l'université. Ou alors, au moins, qui a le bac. Voilà. Oui.
Alors, que vous dire d'autre? Alors, j'ai beaucoup rencontré de femmes et je me suis dit, oulala, on va m'accuser d'avoir été trop féministe et trop avec les femmes. J'ai beaucoup rencontré de femmes, mais il faut dire aussi que j'ai fait des choses qu'un homme n'aurait pas pu faire. Parce qu'il y a quand même une séparation des sexes. Un étranger ne serait jamais invité dans une famille, sauf par l'homme. Et à ce moment-là, il va se retrouver dans la salle de réception avec plein d'hommes. Mais les femmes, elles seront ailleurs, elles sont dans les cuisines. Et moi, en Cisjordanie, je l'ai expérimenté plein de fois. On allait dire bonjour aux femmes. Ils n'osaient pas nous, étrangères, internationales, ils n'osaient pas nous mettre dehors. Alors, on était les seules femmes d'une réunion d'une quarantaine d'hommes, par exemple. Vous voyez, et on allait voir les femmes avant et les femmes après. Et donc, on a eu accès, nous les femmes, disons, à tout. C'est-à-dire aux réunions avec les hommes pour préparer les manifestations, etc., et l'action par rapport à la colonisation et l'occupation. Mais en même temps, on a eu accès aux femmes. Voilà. Donc vous voyez combien mon échantillon est non représentatif. Moi, alors, par rapport au conflit, j'ai rencontré beaucoup de jeunes. C'était une chance. Compte tenu de mon âge, j'aurais pu avoir des craintes. Mais au contraire, ils sont très ouverts et ils étaient ravis de me voir. Ils sont ravis de voir tous ceux qui viennent de l'extérieur, hein, parce que c'est... Et donc, j'ai rencontré beaucoup de jeunes. Donc ça, par contre, c'est intéressant pour la question que vous posez, parce que c'est encore eux qui souffrent le plus. La mère de famille, elle va se craindre pour ses enfants, et Dieu sait si elle va souffrir par rapport à ses enfants qui peuvent éventuellement avoir des dommages. Mais les jeunes, je veux dire, ça a tellement d'aspiration, ça a envie de vivre, un jeune. Eh bien, j'ai rencontré parmi mes interlocuteurs beaucoup de jeunes qui me disent « Gaza, c'est mon pays, ce sont mes racines, il y a ma famille », c'est déjà beaucoup. Etc. Et parmi tout cela, finalement, je n'en ai que 2 qui m'ont dit je veux partir. Un garçon qui m'a carrément apporté son curriculum vitae, il m'a apporté une feuille. J'ai compris 3 semaines après sa démarche, c'est-à-dire, je crois qu'il fait tous les étrangers et il essaye. Il m'a dit pour n'importe où, pour n'importe quoi, je veux partir. Il m'a dit, Gaza ne me donne pas ce dont j'ai besoin pour avoir une vie correcte. Voilà. Et puis la deuxième, c'est une fille adorable, qui parlait un anglais absolument sublime, qu'elle avait appris à l'université probablement, mais également devant les films américains, devant sa télévision, et qui m'a dit, la situation m'écrase. Je suis enfermée à Gaza. Elle m'a dit, j'ai un message à passer au monde. Personne ne m'entendra si je reste ici. Je veux partir. Voilà. Elle était la dernière. Elle était la dernière de 7 ou 8. Son père avait été banquier dans les États du Golfe et elle était à la retraite. Elle était revenue à l'âge de 3 ans au moment de la retraite de son père. Et voilà. Et elle était à l'université, elle travaillait l'administration, je crois, mais je l'ai connue parce finalement, elle était employée par le propriétaire de l'immeuble que j'habitais pour s'occuper des locataires. Elle était notre interlocutrice quand on avait un petit problème au niveau du logement. Et donc, c'est comme ça qu'elle a accepté de parler 1 heure avec moi. Et voilà. Donc... c'est une réponse très partielle. Alors, d'autres, donc effectivement, là, vous devancez mes photos, mais je m'en fiche. Les autres, ceux qui ne veulent pas partir. Alors, il y en a qui veulent catégoriquement rester. Il y a un garçon qui m'a dit, moi, je suis l'aîné de 8, ma famille a besoin de moi, il est hors de question que je m'en aille. Il y avait... Attendez, j'ai perdu le fil. Ah oui. Oui, c'est Nida. Pour ceux qui doivent partir, si vous voulez le livre de Marie-Jo, donc Anna Maria en a ici, ils sont à 20 euros, hein, si vous devez partir. Merci. Au revoir. Je suis désolée, on va vous déranger. Ouais, allez-y. Attendez. Donc Nida, elle a une 30aine d'années. Elle a grandi en Irak et au Koweït.
elle a grandi en Irak et au Koweït. Elle m'a dit, par rapport au voile, j'ai aussi beaucoup posé de questions du voile. Elle m'a dit, dans les pays où j'ai grandi, le voile était peu fréquent. Alors, c'était pas interdit, mais je le portais pas. Et j'ai de la chance ici à Gaza, je peux le porter. Voilà. Et donc, elle m'a dit un truc très fort. Elle m'a dit, si un jour j'ai des enfants, je veux les élever à Gaza, même s'ils doivent supporter ce que nous supportons. C'est à elle que j'ai demandé, je l'ai croisée 3-4 jours après mon arrivée, et vraiment, cette image de Gaza, souriante, aimable, chaleureuse, je lui dis, mais attends, Nida, comment vous faites? Avec ce que vous vivez, vous êtes souriant, vous êtes aimable. Elle me dit, on n'a pas le choix. Si c'était pas comme ça, ce serait encore pire. Voilà. Voilà, alors, la modernité, regardez, c'est pas un cybercafé, c'est une librairie. Et puis, j'avais mis cette photo parce que j'aime beaucoup le sourire du garçon du milieu. Et puis, c'était pour vous parler des gens qui veulent-ils rester, veulent-ils partir, je l'ai dit. Donc, ma conclusion, ce serait... Bon, j'en ai une autre conclusion, mais la première conclusion, ce serait que Gaza n'est pas une prison qui se videra lorsqu'on ouvrira les portes. Gaza, ce sont les racines très profondes d'un peuple qui est d'une force morale étonnante et qui, à mon avis, au contraire, restera même si les portes s'ouvrent. Et puis, troisièmement, je me suis dit, immanquablement, on va me poser la question, qu'est-ce que vous pensez après l'attaque des 50 jours de cet été? Vont-ils se relever? Et j'ai reçu récemment cette photo qui n'est pas à moi, où l'on voit cette fille qui est sur les ruines de sa maison. Elle a réussi à extraire ses livres et ses cahiers de classe, et elle repart. Et voilà. J'ai fini cette fois-ci. Est-ce que je peux poser une question? Je me demande si pendant votre temps à Gaza, vous avez rencontré les mouvements contre Hamas? Oui, tout à fait. Alors, figurez-vous que je vais vous raconter comment ça s'est... Enfin, sous quelle forme je le transmets dans le livre. Dans le livre, j'ai fait 3 parties. J'ai d'abord fait une petite partie histoire. Quand je suis rentrée, j'avais 105 interviews sur une petite machine. Là. Il fallait absolument le mettre noir sur blanc. J'ai passé plus d'1 mois à taper sur mon ordinateur les documents audio en documents écrits. Puis après, qu'est-ce que je fais? Je minimise un peu mon rôle, mais je crois quand même que j'ai fait beaucoup. Je fais du copier-coller. Je voulais absolument retransmettre la parole des gens de Gaza. Et moi, mon opinion, ça ne vous intéresse pas. Je veux dire, ce qu'il fallait, c'est que je vous retransmette de façon aussi fidèle que possible ce que l'on m'avait dit, en essayant de ne pas déformer. Et vous savez bien qu'une virgule, un point d'exclamation, c'est déjà une expression de vous-même, de votre filtre, alors que vous êtes censé transmettre la parole de l'autre. Donc j'ai regardé ce que j'avais une mine. J'ai pu sortir 22 sujets, 22 chapitres. Donc voilà. Donc ça a été un sacré travail de classer, de voir les choses intéressantes. J'ai pas tout mis, bien sûr, je pouvais pas. Et donc j'ai vu que je pouvais profiler une première partie, une si longue histoire. Et je pars pas du 19e siècle. Je pars de la Nakba. Une vieille grand-mère de 85 ans qui m'a raconté sa fuite depuis un village près d'Ashdod, en Israël maintenant, etc. Et puis ensuite, les chirurgiens et anesthésistes qui m'avaient amené à Gaza ont maintenant des connaissances à Gaza, et notamment un chirurgien qui s'appelle Mohamed. Et lui, carrément, il m'a dit « Mais quand est-ce que vous m'interviewez ?» Je n'osais pas, moi, de lui demander l'interview. Il m'a dit, alors, quand est-ce que vous m'interviewez? Je lui ai dit, alors, on a pris rendez-vous, je suis allée chez lui. Ça a duré au moins 2 heures, tout en anglais. Il y avait sa femme et puis lui. Et donc, il m'a... Alors, génial, je pense que ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Mais quand je l'ai relu en France, je me suis aperçue, mais j'ai rien eu à faire. J'ai traduit de l'anglais. C'était d'une logique, d'un suivi. C'était fantastique depuis sa naissance de 1958 jusqu'à maintenant. Mais par contre, il affirmait son appartement Hamas. Il parlait du Hamas. On sentait qu'il était Hamas. À tel point que je me suis dit, dans le titre, je vais le dire. Alors, c'est marqué Mohamed Al-Antisi, c'est son nom.
Mohamed, chirurgien, Hamas. Alors immédiatement, je me suis dit, ah ça, y a pas possible, c'est pas possible. Il faut qu'immédiatement le chapitre suivant, ce soit l'opposition. Parce que sinon, on va me dire, ouais, elle est Hamas, regardez, attention, la terroriste, je veux dire, on va me démasquer. donc, immédiatement, le chapitre suivant, c'est divergence. Alors j'ai hésité, discordance, non, divergence, les voix qui divergent. Bon. Et alors j'ai cherché dans les interviews que j'avais, tous les témoignages de gens qui n'étaient pas favorables au Hamas, voire contre le Hamas. Donc il y a une étudiante qui me dit tout simplement c'était mieux quand il y avait le Fatah parce qu'on avait de l'électricité, etc. Bon. Et puis après, dans ce chapitre-là, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de nom. Et j'explique pourquoi. Parce que je n'avais pas l'autorisation des gens. Alors certains, j'ai essayé de les joindre par mail, etc. Alors ils répondaient ou répondaient pas. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal, etc. Donc finalement, j'ai pris le parti de ne pas les nommer. Mais je le dis. Il y a un petit paragraphe qui explique pourquoi je ne les nomme pas. Ou alors pourquoi j'ai changé les prénoms, etc. Voilà. Et donc les deuxièmes, c'est dans une famille où il y a une professeure d'anglais qui me dit qu'elle est Fatah. Et qu'elle est en grève. Ah, elle est en grève. Alors, je pensais que, ça allait se régler dans quelques jours. Elle m'a dit, ça fait 5 ans qu'on est en grève. C'est Mahmoud Abbas qui nous a demandé de le faire et on est payé. Mais ça, je le savais, effectivement, j'avais oublié, mais je le savais. Hein. Alors, elle me dit que les médecins et les infirmiers et tout ça, ils sont retournés travailler compte tenu du contexte. Mais eux, ils sont encore en grève. Et ils sont payés. Voilà. Et puis le dernier, alors là franchement opposant, mais j'avais vraiment envie de mettre son témoignage puisqu'il me paraissait important. Et donc je ne l'ai pas nommé non plus. Alors il m'a dit que il avait des ennuis, il s'était fait renvoyer, il était professeur, il s'était fait renvoyer. Il était sûr que c'était parce que, voilà, avant la classe, il y a des petits moments de réflexion. Toutes les élèves, je vous ai montré les élèves dans la cour, toutes réunies là, sur une photo. Et donc, un groupe d'élèves est responsable ce jour-là, comme vous diriez, 3-4 minutes pour faire réfléchir les autres sur un événement. Or, et le professeur doit superviser ce qu'elle prépare. Et lui, il a eu à superviser, il devait se dire quelque chose, c'était un 11 septembre. Et donc, il a parlé je déforme un petit peu son truc, je ne me souviens plus très bien, mais je crois que sa position, c'était que c'était du terrorisme international, le 11 septembre, par rapport aux États-Unis, vous savez, les avions. Et donc, ça n'a pas plu du tout, et donc il considère qu'il a été viré à cause de ça. Voilà. Donc, il était franchement opposant. Mais bon, son témoignage était important et je l'ai mis. Par exemple, c'est lui qui raconte que le 31 décembre, je vous l'ai raconté ça? Non, c'était tout à l'heure. Le 31 décembre, il était au restaurant avec sa femme et des hommes sont rentrés dans le restaurant à 11h30 du soir et il m'a dit sans un mot, ils nous ont signifié qu'on devait partir. Et la salle s'est vidée. Et que dans un restaurant réputé, des hommes étaient rentrés et avaient renifler des verres pour voir s'il n'y avait pas eu d'alcool de servi. Et puis c'est lui aussi qui me parle d'un homme, je vous l'ai raconté ça? Non, un homme et une femme cheminant dans la rue pouvaient être éventuellement interpellés par la police. S'ils n'étaient pas mariés, s'ils n'étaient pas fiancés, ils risquaient d'avoir de gros ennuis. Voilà. C'est lui. Donc, alors lui, j'ai été un temps en contact. Il m'a dit, je veux voir tout le texte. Alors, je me suis dit, mince, il faut que je le traduise en anglais. Et j'allais le faire. Et puis il a disparu. Il m'a jamais renvoyé de quoi que ce soit. Ou je lui ai envoyé quelque chose, il m'a jamais répondu. Il a disparu de l'horizon, à croire qu'il n'a pas reçu mes mails suivants. Mais pourtant, on avait communiqué avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc j'ai pris le parti de neutraliser complètement son identité. J'ai même pas dit le parti auquel il appartenait. Mais par contre, son témoignage était intéressant. C'était dommage de m'en priver. Notamment l'histoire des
des couples non mariés, etc., qui peuvent être inquiétés. 2 hommes m'ont raconté cette histoire. Donc ça doit être une histoire vraie. Hein. Voilà. Mais par contre, la même chose, faisons la contrepartie. Un porte-parole, un chargé de relations publiques de l'Église orthodoxe, je voulais absolument rencontrer des chrétiens. C'était intéressant, 2000 chrétiens pour 1 800 000 musulmans. Et je l'ai questionné sur le Hamas. Je ne vous l'ai pas dit ça non plus. Je sors d'une réunion de 3 heures avec les élèves. Alors, évidemment, j'ai peur de me répéter. Et donc, il me dit, alors je lui pose la question, et le Hamas, qu'est-ce que vous en pensez? C'était intéressant d'avoir un chrétien sous la main pour lui poser ce type de questions. Et il m'a dit, mais je peux raconter l'interview, il est intéressant. Je lui ai d'abord posé la question, y a-t-il une discrimination par rapport aux chrétiens, par exemple, dans l'emploi? Il m'a dit, pas du tout. Aucune discrimination. S'il y a les diplômes, s'il y a la compétence, le chrétien est au même niveau que le musulman. Et il aura éventuellement le poste. Et puis ensuite, par rapport au Hamas, il m'a dit, le Hamas est un des partis les plus importants de notre pays. Nous le respectons. Mais il m'a dit, mais si le Hamas n'arrive pas à nous sortir d'affaires, on en choisira d'autres. Ce n'est pas le pape. Il m'a dit, le Hamas n'est pas le pape, on en choisira d'autres. Voilà. Ouais. Ce qui m'a le plus marqué, c'est effectivement la vie à Gaza même. Parce que j'ai aussi un ami qui a été à Gaza, mais il m'a dit le soir, il y a des boîtes de nuit, des cafés, et on se rend compte qu'au-delà des crépitements des armes, au-delà de la porte de lendemain, les gens, ils ont le cœur. Ils ont le cœur, ils ont cette joie de vivre, ils ont le rapport à l'humain, vis-à-vis de l'humain qui est très, très important. Et quelque part vu d'ici d'Occident, bon, oui, il y a la guerre et tout, mais je pense qu'on a également beaucoup à apprendre de ces personnes. Oh là là, oui. Parce qu'effectivement, tout doit être réglé comme sur des roulettes. Il suffit qu'il y ait le moindre quoi, on patine, ou alors le soir on ne dort pas. C'est des autres insomnies, c'est des problèmes psychologiques et autres. Alors que là-bas, ils n'ont pas. Le soir, ils dorment. Demain est un autre jour. Inch'Allah. Même si c'est effectivement. C'est pas facile, ça tout le monde le sait, c'est pas facile. Mais la force qu'ils ont, au-delà de ces problèmes, la force qu'ils ont à pouvoir vivre en communauté, la force qu'ils ont à pouvoir respecter l'humain, à avoir ces valeurs de famille qui sont importantes. C'est ça véritablement, je pense que c'est à souligner. Parce que, justement, moi je suis sénégalais d'origine, effectivement j'ai connu ça. Nous à Noël, on n'avait pas des cadeaux, on prenait des sachets en plastique pour en faire un ballon et on jouait. Mais quand je racontais ça, on me dit, ah mais vous étiez malheureux. Ben non, j'avais mes copains, on était tous ensemble, il y avait ce bonheur, cet épanouissement, l'enfant était l'enfant de la communauté. L'étranger qui venait comme vous étiez, la porte était ouverte, vous marchiez un peu partout. Donc c'est ces valeurs, c'est des choses simples, mais tellement valeureuses, tellement significatives, que nous ici en Occident, on commence à perdre malheureusement. C'est vrai qu'on a des châteaux, on a tout ce qu'on veut, mais... Et d'ailleurs, je serai sûrement à votre place mardi prochain, parce que je viens de publier mon premier roman. Itinéraire d'un enfant d'Afrique. Je parle justement de ces choses simples de la vie finalement. Effectivement, on doit quand même se remettre en question. Absolument. Et se dire que faut tirer la sonnette d'alarme et se dire que revenons effectivement, aimons-nous les autres. Absolument. Merci de cette intervention. Merci. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Alors pas à Gaza. Parce qu'à Gaza, vous ne voyez pas d'Israéliens. En Cisjordanie, j'en ai eu. Oui, et puis ensuite, j'ai fait la bande dessinée sur les Israéliens, donc j'étais en Israël même. Oui. On peut préciser, par exemple, me vient à l'esprit, en Israël, vous n'entendrez jamais un Israélien vous dire qu'il y a des Palestiniens. Ils vous diront que ce sont des Arabes. Parce que ça leur permet de compléter leur raisonnement, à savoir, il y a beaucoup de pays arabes autour qui rentrent de chez eux, qu'ils aillent dans les pays arabes. Et donc, il n'y a pas de Palestiniens pour un Israélien. Madame Golda Meir, paraît-il, disait, les Palestiniens, ça n'existe pas. Vous voyez ? Il y a un gommage volontaire et très, très fort de la population d'origine qui gêne, il n'y a pas de problème, qui gêne. Il y a une volonté des gouvernements israéliens
de prendre la totalité des terres. Et ça se voit en Cisjordanie. Le fameux désengagement de Gaza par Ariel Sharon, on ne nous dit pas la totalité de l'histoire. C'est qu'il y a aussi une guerre démographique. Les Palestiniens font beaucoup d'enfants. Et donc, si vous prenez la Palestine historique, souvenez-vous ce qui était en violet, avec la Cisjordanie en plus et Gaza en plus. Ça, c'est la Palestine historique, qu'on appelle aussi Palestine mandataire. C'est ce sur quoi la Grande-Bretagne avait la responsabilité à partir de la fin de la guerre de 14. Eh bien, si vous prenez cette Palestine historique, au point de vue palestinien, vous avez des Palestiniens partout, c'est-à-dire en Israël, environ 1,5 million, en Cisjordanie, environ 2,5 millions, donc on arrive à 4 millions, et à Gaza, je vous ai dit 1,8 million, on arrivera bientôt à 2 millions. On a donc presque, on va dire 5,5 millions, 5,8 millions de Palestiniens sur cette globalité. En Israël, il restait... en Israël, combien y a-t-il de Juifs ? Environ 5 millions, peut-être 5,5 millions. Donc vous voyez, en ce moment, les courbes se croisent, en sachant que, par contre, certains qui sont étiquetés juifs ne sont pas juifs. Parce que au moment de la chute du mur de Berlin, il y a eu une grosse immigration juive. 1 million de juifs sont arrivés en Israël. Mais parmi ces juifs, il y avait beaucoup de non-juifs. C'est-à-dire, soit tout simplement dans les familles, un seul juif permettant l'immigration de toute la famille. Et vous savez, ça se transmet par les femmes. Donc, il y a par exemple un mari qui n'est pas juif, etc. Il est comptabilisé quand même dans la population juive. Et puis, deuxièmement, il y a probablement aussi quelques petits malins qui ont profité de l'occasion et donc qui ont immigré. Donc, vous voyez, on est en ce moment à égalité, on va dire, environ 5,5 millions, et les Palestiniens sont en train de doubler, d'être plus nombreux. Et ça, c'est une des hantises des gouvernements. Et donc, Ariel Sharon, en se désengageant de Gaza, pouvait dire à l'international, nous ne sommes plus à Gaza. Gaza, c'est pas chez nous, enfin, on n'y est plus. Et donc, il gommait les Palestiniens de Gaza, et pouf, la courbe de croissance des Palestiniens redescendait. Voilà. Et moi, on me l'a dit, en Cisjordanie comme à Gaza, des femmes me l'ont dit. On fait beaucoup d'enfants, c'est vrai, mais on aime les enfants, et puis on nous les tue, on a envie d'enfants, et puis c'est une guerre démographique. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, j'ai dû vous tuer, là. Vous allez repartir travailler. Ouais. Moi, je voudrais vous dire, je suis membre du comité Juste ici à Luxembourg, et moi, je tiens à vous remercier de votre présentation. Merci. De votre témoignage. Merci. Et je voudrais vous féliciter en particulier de l'enthousiasme que vous avez ramené de là-bas et que vous avez bien réussi à partager, j'espère en tout cas ici avec vous. Merci. Je crois que c'était extrêmement passionnant de vivre votre présentation. Et je voudrais peut-être inviter tout le monde à vous applaudir très fortement. Merci. Juste un tout petit mot. J'étais déjà venue au Luxembourg, mais juste pour aller chercher une sœur à l'aéroport, donc je ne savais rien du Luxembourg. Je ne savais même pas que vous parliez une langue étrangère pour moi il y a à peu près une semaine. Excusez-moi, c'est l'ethnocentrisme, ça. On se croit le nombril du monde. Mais en tout cas, mon séjour ici est extraordinaire. Il va se terminer puisque je repars à Thionville. Donc il aura duré 48 heures, mais en tout cas, je garde un souvenir de Luxembourg. C'est un précieux cadeau que je remporte dans ma valise. Merci.